collection. Je vous en remercie encore. Et donc, c'était de nature, me semble-t-il, à présenter une œuvre majeure, cette ciné-peinture, à laquelle il travaille de 1936 jusqu'à sa mort en 1960, devant accomplir un travail de titan à chaque fois que les médiums, les formats de pellicule changent, il doit reprendre tout le travail. Et il me paraissait cette peinture, cette ciné-peinture, était le complément sans doute indispensable des peintures, leur donnait un éclairage, permettait de problématiser les différents moments du travail de Valincy. Et c'est pourquoi nous avons décidé de les présenter ensemble. Mais je voudrais dire aussi, pour finir, parce que je suis un peu long, que ce qui m'intéresse dans Valincy, c'est pas simplement d'ailleurs, et plus je m'intéresse à son travail, c'est pas simplement la grande période. Bon, il y a des tableaux absolument admirables parmi ceux qu'il a présentés à la section d'or. Il y a ces pièces musicalistes qui sont extrêmement réussies dans le genre. Mais je suis suffisamment pervers pour pouvoir m'intéresser même à certaines des toiles des années 50, qui sont généralement considérées comme étant peut-être de moindre niveau. Il y a quelque chose, là par exemple, dans quelque chose comme ça, et quelque chose comme les prémices d'une pop abstraction qui se fait jour là, et sur laquelle il faudra un jour un peu réfléchir. On pourrait mettre la figure de Valincy, même si leurs esthétiques sont assez différentes, en rapport avec quelqu'un comme Liebermann, hein, ce peintre qui lui aussi fuit une Europe nazie, vient à Paris, est l'assistant de Cassandre, et puis ensuite part aux États-Unis, où il partagera son temps entre la direction artistique de grands magazines de mode et puis une peinture proprement abstraite. Il y a comme ça qui se forment dans ces années-là, 40-50, les contours d'une abstraction graphique un peu pop à laquelle peut-être finalement les dernières années de Valincy appartiennent. Peut-être pouvez-vous donner une idée de la fréquentation de cette je sais pas, depuis de votre exposition, de votre accrochage, pardon. Mais, je sais pas, ça Cécile, c'est quand même, je sais pas, il y a 2 millions de personnes qui défilent par an dans les salles du musée, donc j'en sais rien. On a ouvert en octobre, donc ça fait combien depuis octobre? On est en juin, ça fait 6 ou 9 mois, j'en sais rien, mais je sais pas, il y a peut-être 7 ou 800 000 personnes qui, au bas mot, qui ont vu la salle. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Et pour voir d'autres, l'étoile, il faudra venir voir dans un espace un peu plus réduit, forcément, à la galerie Le Minotaure que dirige Benoît Sapiro, puisque nous avons pris la décision, avec lui, avec l'ensemble des acteurs, d'aller vers le public également, des amateurs de peinture, et d'exposer dans cette galerie renommée, sérieuse et avec une histoire quand même solide de présentation de peintres parfois moins connus, et je vais laisser Benoît Sapiro donc en dire quelques mots. Je suis très content que ça soit arrivé jusqu'à moi comme ça, parce qu'en général on doit faire déblayer tout le travail et puis finalement ça atterrit dans les musées. Là je passe après le musée, donc c'est vraiment un cadeau. Et donc la galerie est spécialisée dans les avant-gardes des années 20 et des années 50, et j'aime bien prendre à contre-pied un peu les grandes voies de l'histoire, les grands noms, puisque tout le monde s'en occupe évidemment, on peut les voir un peu partout. Et donc j'aime bien prendre dans les mouvements d'avant-garde de ces époques-là, qui finalement sont assez restreints, on connaît à peu près tous les noms, on les a sous le nez depuis bientôt 100 ans. Et il y en a toujours une partie qui reste sur le côté, qui est oubliée, qui est en cours de route pour des causes de parcours ou de guerre ou de déplacement ou disparaissent comme ça de l'histoire à un moment. Et puis il faut aller les chercher. Enfin, j'estime qu'une partie de mon travail c'est d'aller les chercher, comme vous avez fait avec Valincy pour la salle à Pompidou, et les remettre en scène. Et donc c'était essentiel pour moi parce que j'ai travaillé beaucoup j'ai fait 2 expositions Kupka, j'ai beaucoup travaillé sur les gens autour du groupe de Puteaux, puis ensuite d'abstraction création,
qu'il a côtoyé aussi, puisqu'ils ont pris le relais, le Salon du musicalisme a pris le relais à partir de 1936 d'Abstraction-Création. Et donc il y a cette proximité avec tous ces artistes qui me sont très chers. Et puis ça me trottait aussi dans la tête, puisque je connais depuis quelques années maintenant l'œuvre de Valency. Et c'est vraiment un heureux hasard qu'on soit retrouvé sur ce projet, qui me va très bien. Donc évidemment c'est une galerie, donc c'est pas un musée, on ne pourra pas montrer absolument tout. Et on va essayer de se concentrer, l'exposition s'appellera du futurisme au musicalisme. On va essayer de se focaliser sur ce qui me paraissait être, enfin en tout cas le plus proche des préoccupations de la galerie, donc le futurisme, et jusqu'à la fin d'Abstraction-Création et du salon musicaliste, en tout cas avant la Deuxième Guerre mondiale. Où d'ailleurs il a croisé beaucoup d'artistes que j'ai souvent exposés, comme Beotti ou Delaunay, qu'on va retrouver et dans le groupe de Puteaux, pour Delaunay par exemple, et par la suite dans Abstraction-Création, où il y aura aussi Kupka, où il y aura Glaise, où il y aura tous les artistes qui ont participé à la section d'or, enfin une grande partie. Ça va même se terminer par une exposition au Salon national de Budapest en 1936, qui a été organisée, une exposition des musicalistes à Budapest, où ils avaient projeté de faire une section entière pour les Hongrois. Et donc on va récupérer des archives de la Galerie nationale à Budapest pour terminer, enfin faire cette partie-là de l'exposition. Des archives inédites d'ailleurs qu'on vous remettra aussi à l'association. Et donc l'idée, ça serait de faire une exposition qui partira des années futuristes, puisque c'est encore une fois difficile à classer. Voilà, c'est ce qui sera à peu près le point de départ. Donc on a une exposition à la Biennale des Antiquaires en septembre qui va lancer cette exposition. C'est sur les origines de l'art abstrait. Et on va présenter ce tableau 1912 qui est dans sa conception et dans sa perspective même déjà quelque chose on bascule déjà dans l'abstrait, inclassable, parce que c'est pas du cubisme, c'est pas non plus du futurisme encore là, mais c'est déjà les prémices de l'art abstrait. Et puis on suivra comme ça le cheminement à travers les années 20 et 30 jusqu'à la fin des années 30 et au tableau complètement abstrait. Et donc à la FIAC, on présentera aussi, dans le cadre d'un projet plus large avec des artistes contemporains, on pourra replacer aussi pour montrer, parce qu'on aime bien aussi prendre des choses comme ça de l'histoire qui paraît un peu lointaine et les remettre avec des artistes beaucoup plus contemporains et changer le contexte d'une œuvre, ça change aussi les idées concernant l'artiste qu'on présente. Et on voit souvent des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et l'exposition aura lieu du mois d'octobre au mois de novembre, enfin quasiment jusqu'à la fin de l'année 2014. Voilà. Le film, je le rappelle une nouvelle fois, il est projeté en boucle dans la salle de Nancy au musée au 5e étage du Centre Pompidou. Henri l'a effectivement conçu et réalisé pendant un assez grand nombre d'années. Il faut se rendre compte que c'est un film d'animation où il peignait des gouaches les unes après les autres. Et il peignait à la gouache sur des celluloïdes avec des caches. Et toute cette architecture artisanale, peut-on dire, a été conservée, heureusement, et tout se trouve dans un grand nombre de cartons au Centre national du cinéma à Bois d'Arcy. Malheureusement, certains cartons ont un petit peu pris l'eau, et c'est dommage, mais sur la quantité des cellulos qui sont conservés, on trouve quand même des pépites. On en a sorti quelques-unes de manière totalement aléatoire pour montrer un petit peu le travail au long de ces années, pendant qu'il peignait, qu'il faisait des conférences, pendant qu'il réalisait son ouvrage manuscrit dont on n'a pas parlé, mais qui lui prenait également beaucoup de temps. Et c'est donc une œuvre précisément artisanale, réalisée par un bonhomme tout seul, dans sa chambre de bonne de la Porte Champéret, et avec une caméra posée sur un pied, et puis avec des cellulos qu'il déplaçait devant l'objectif de cette caméra. Voilà, donc on va vous en présenter le début, tout simplement, de telle manière que vous puissiez vous imprégner dans le silence. C'est choisi, enfin c'est choisi. Valency n'avait pas eu le temps, en tout cas il est mort en 60, le film a été terminé en 59. Il avait pris des contacts avec un compositeur, Jean Viennet en l'occurrence, pour éventuellement penser à accompagner son film muet par une musique. Il ne l'a pas fait. Et donc on choisit aujourd'hui
de le présenter dans la version aboutie telle que Valency l'a